Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de la politique. Ce soir, lundi, bienvenue à vous, 0826 300 300 pour participer à cette émission, débattre avec nous. Et je vous présente sans plus tarder, évidemment, nos voix de la politique. Tout d'abord, Nicolas Corato. C'est le retour de Nicolas Corato. Vous avez passé de bonnes vacances, mon cher Nicolas. Philippe. Attendez, je vous présente quand même, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. Voilà, c'est aux éditions Heredium. On peut parler de vos vacances. Ce fut bon? Ce fut très bon. Je pense que comme pour beaucoup de Français qui ont eu la chance de partir en vacances, c'était des vacances qui ont permis de faire peut-être le bilan et de passer de 2020 et 2021 à 2022. Qui ont permis de souffler, mais avec des infos tout autant angoissantes si vous aviez la télé dans votre chambre. Mais il fallait un peu s'abstraire de l'actualité. C'est vrai. Le politologue Guillaume Bernard nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, je vous présente Nicolas Corato, Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Et je vous présente politologue, co-auteur de L'Empereur et les Brigands, nouvelles éditions latines. C'est une pièce de théâtre historico-politique, c'est ça Guillaume Bernard? Absolument, je suis sorti un peu des sentiers battus habituels pour me plonger avec mon co-auteur Corentin Stemler dans l'histoire et voir comment la figure de Napoléon pouvait nous être utile aujourd'hui pour comprendre les enjeux politiques. Bon, très bien. Notre débat ce soir autour d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui était à Fontainebleau ce week-end. Il était entouré d'une quarantaine de maires de droite, droite modérée. Il y avait Hubert Falco, par exemple, le maire de Toulon, Christian Estrosi, le maire de Nice. Quel est l'objectif d'Édouard Philippe? Est-ce que selon vous, son objectif, c'est de créer une force politique, par exemple, pour soutenir Emmanuel Macron, ou bien peut-être se porter candidat, pourquoi pas, à la présidentielle? Il est très discret là-dessus. Édouard Philippe, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux et je vous invite à voter, voilà, sur Twitter et sur YouTube. Et puis évidemment, on va vous entendre. Vous nous appelez 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio pour réagir. Je vous le redonne, tiens. 0826 300 300. Mais dans l'immédiat, on va faire avec vous, messieurs, un petit tour de table de l'actualité politique. Qu'est-ce qui vous a interpellé, ces 2 derniers jours, ce week-end dans l'actu politique? Guillaume Bernard, vous vouliez revenir évidemment sur Éric Zemmour, qu'on a beaucoup vu ce week-end, Guillaume Bernard. Il était dans le Vaucluse, Éric Zemmour, il participait à l'université d'été d'Objectif France. Exactement. Je pense que le retour médiatique d'Éric Zemmour que l'on n'a pas vu pendant quasiment tout l'été est une chose importante parce que qu'il soit candidat ou qu'il ne soit que commentateur, je crois qu'il va de toute façon peser dans cette campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Le risque qui se présente à lui, parce que je crois qu'il y a quand même peu de gens qui doutent qu'il ne va pas tenter d'y aller, le risque qui se présente à lui, me semble-t-il, ce serait de se focaliser sur le fait d'essayer de capter un segment électoral, en l'occurrence plutôt celui de LR, puisque là il était pendant ce week-end avec des gens qui sont dans une organisation satellite de cette organisation politique, de ce parti, et de ne pas essayer, ce dont je crois personnellement qu'il a la possibilité, c'est d'essayer de créer une dynamique, d'essayer d'exister hors système politique. Donc voilà, en tout cas, le fait qu'il soit de retour est une chose qui me paraît essentielle. Est-ce qu'il va réussir, aussi bien dans son discours que dans son éventuelle campagne, à capter l'électorat populaire de Marine Le Pen? C'est ça qui est la question, en particulier sur les questions économiques, la question de la désindustrialisation, la question du protectionnisme qu'il développe régulièrement semble devoir lui permettre de capter cet électorat, mais rien n'est encore sûr, et donc par conséquent, je crois qu'il va falloir un petit peu regarder ses faits et gestes, ses paroles, pour savoir s'il va ou non aller à la présidentielle. Même si, très sincèrement, je crois qu'il y a quand même peu de personnes aujourd'hui qui doutent qu'il ne va pas tenter d'y aller. Ouais. Alors, cet électorat, justement, Nicolas Corato, est-ce qu'il ne préfère pas plutôt qu'Éric Zemmour constate sur une chaîne concurrente ce qui se passe en France depuis plusieurs années, plutôt qu'un Éric Zemmour qui gouvernerait et qui aurait des solutions, si tant est qu'il en est? Oui, qu'elle soit crédible, en tout cas, Nicolas Corato. On a souvent vu à droite comme à gauche, ou à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, des personnalités
populaire, aimé des Français, en tout cas d'une certaine partie des Français, ou qui font de l'audience. D'ailleurs, faire de l'audience, c'est pas nécessairement être populaire. C'est vrai. C'est pas parce que je vous regarde que je suis d'accord avec vous. On peut vendre beaucoup de livres mais bien et sûr. faire un score. Mais qui ont toujours, qui se sont toujours méfiés de ces personnalités en tant qu'acteurs politique. On l'a vu dans l'histoire politique passée. Regardez ce qu'est devenu Bernard Tapie politiquement, après avoir quand même fait quelques sorties intéressantes. Le parcours politique de Bernard Tapie n'était pas à la hauteur de la popularité qu'il pouvait avoir, en tout cas de l'audimat qu'il générait. Et je crois qu'il faut se méfier du rapport entre audimat et électorat. Je crois que les Français font bien la différence. Voter, c'est sérieux. Regarder la télé, ça l'est beaucoup moins. Et c'est pas du tout le même genre d'acte citoyen. Et puis par ailleurs, je pense quand même que, mais c'est une sensibilité purement personnelle, donc ça n'a rien de scientifique. J'ai l'impression que contrairement à tout ce qu'on se dit aujourd'hui ou tout ce qu'on voit, les Français pourraient préférer des candidats beaucoup plus normaux et apaisés. Des candidats qui appellent plus à l'union qu'à la division, des candidats qui clivent moins, des candidats peut-être un peu plus fallot, je dirais, moins charismatiques, mais tout simplement parce que, alors que nous ne sommes pas sortis de cette pandémie, il y a, et on le sent dans un certain nombre d'instituts d'opinion, de sondages, il y a quand même une volonté de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, et que tous ceux qui agitent l'opinion publique en permanence, finalement, pourraient payer l'addition. Je parle ici d'Éric Zemmour, mais finalement, le président de la République, qui peut apparaître également très clivant, pourrait être aussi une victime de ce retournement que l'on sent actuellement dans l'opinion d'une société qui veut plus de sérénité et qui veut reconstruire un pays plutôt que de continuer à s'affronter les uns les autres. Alors la candidature de Zemmour, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Il va falloir être patient. De toute façon, il l'a dit, Éric Zemmour, qui se porterait candidat ou pas. En tout cas, il annoncerait son éventuelle candidature d'ici quelques semaines. Voilà, pas avant le mois de novembre. Bon, on va pas prendre les paris, évidemment, Guillaume Bernard et Nicolas Corato. On sent qu'il va y aller quand même, Éric Zemmour. Dans le reste de l'actualité, c'est ce qui a interpellé notre ami Nicolas Corato, c'est la candidature. Il y va à la primaire LR, c'est Michel Barnier. Oui, alors c'est étonnant, je vais faire... j'aurais pu parler de ce qui se passe à gauche, ça m'aurait été plus naturel. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais non, moi, la candidature de Michel Barnier, elle m'interroge, elle m'intéresse. Je trouve que l'homme est intéressant. Je trouve que la manière dont il a eu de présenter sa candidature, là aussi en des termes très humbles, beaucoup d'humilité, beaucoup de normalité, c'est intéressant et c'est une voix qui se distingue des autres. On voit Valérie Pécresse et Xavier Bertrand s'agiter pour avoir les propositions les plus droitières. Vous parliez d'un candidat non charismatique, il en fait partie, par exemple, Michel Barnier. C'est un homme qui arrive de l'Europe, il connaît parfaitement l'Union européenne, il n'a plus rien à prouver à personne, il n'a pas d'ambition qui dépasseront celles du quinquennat, voilà, on peut s'imaginer. Et voilà, c'est une personnalité tout à fait normale qui arrive avec un programme, qui a envie de rassurer les Français, de les réunifier. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Par ailleurs, il aura le programme de son parti, ou en tout cas d'une partie de sa famille politique. Mais je trouve que c'est une personnalité qui dénote énormément par rapport à l'ère du temps, qui voudrait bénéficier ou favoriser les personnalités les plus clivantes. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive un peu comme un rassembleur, et je pense qu'il a effectivement sur cette thématique-là quelque chose à jouer. Finalement, de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, il n'y en a pas beaucoup des rassembleurs aujourd'hui dans le personnage politique. Il a peut-être une carte à jouer. Oui. Bon, voilà la candidature de Michel Barnier, à la primaire LR, si tant est qu'elle ait lieu cette primaire. Évidemment, rien n'est moins sûr. Allez, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Voici le débat des vraies voix politiques. C'est parti pour notre débat. Édouard Philippe, qui était à Fontainebleau ce week-end, il était donc accompagné d'une quarantaine de maires de la droite modérée et du centre. Il y avait le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui était à ses côtés, Christian Estrosi, le maire de Nice, Hubert Falco, le maire de Toulon. Il y en avait d'autres. Évidemment, je ne vais pas tous les citer. Objectif de la rencontre, accompagner le chef de l'État sur les nouvelles étapes de la décentralisation, mais aussi se structurer pour avoir un vrai poids politique à l'approche de 2022. Un espace politique se dessine donc, on le voit bien, penchant à droite, plutôt favorable à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que selon vous, Édouard Philippe va faire campagne pour Emmanuel Macron, ou alors est-ce qu'il va se porter candidat? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis vous nous appelez 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Tiens, Nicolas Corato,
Édouard Philippe, alors, qu'est-ce qui, vous ne lisez pas encore dans les pensées, Nicolas Corato, mais qu'est-ce qui peut bien se tramer dans la tête de l'ancien Premier ministre, selon vous? Alors, je ne suis pas dans sa tête. La dernière fois qu'on l'a et puis comme il se rase pas, qu'il s'est longuement exprimé, c'était chez Laurent Delahousse, et très franchement, tout le monde en a conclu que c'était pas clair, que ça avait même pas l'air d'être très clair pour lui, en tout cas de venir avec son compagnon de toujours présenter son livre. Ce qui s'est passé ce week-end, on a l'impression que Édouard Philippe est devenu le président des divers droites. C'est-à-dire que c'est l'espace qui lui reste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller chez les LR dont il est originaire, puisque ceux-là sont en train, en tout cas, d'essayer de se reconstruire. Et puis, il est un peu en jachère de LREM, parti auquel il n'a jamais appartenu. Donc, c'est l'homme de l'OPA de Macron sur la droite. C'est le Premier ministre qui a fait basculer ce quinquennat dans une politique droitière, même si on peut en discuter et en débattre. Qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui comme espace? Qu'est-ce qu'il reste à ce desperado qui semblait un peu tout seul avec ses maires qui n'ont pas réussi non plus à choisir leur camp, comme espace politique? Il y en a deux. Il y a la défaillance possible d'Emmanuel Macron, mais il a l'air de moins en moins défaillant, notre président de la République, en tout cas si on en croit les sondages, mais ça peut changer. Et puis il lui reste quoi? Une aventure contre ses anciens ennemis de droite. J'y suis moins, je pense moins. Il y a un troisième point, c'est la reconstruction de la droite après une présidentielle qui serait gagnée par Emmanuel Macron, et notamment le rôle que pourrait jouer Édouard Philippe, notamment dans la constitution d'un nouveau grand parti de droite, parce qu'il va falloir un moment qu'Emmanuel Macron assume. En même temps, ça va pas durer 10 ans. Donc, soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Ça a fait 5 ans à droite. S'il gagne, ce sera 5 ans à droite de plus. Donc, il faudra reconstituer une force politique à droite sur les débris qu'auront laissé les Républicains s'ils perdent de nouveau cette élection présidentielle, puis les législatives. Donc, il y a peut-être effectivement un pari d'avenir derrière. Mais alors, il a autre chose avec lui, Édouard Philippe. On n'en a pas parlé, c'est sa popularité quand même. Oui, mais encore une fois, la popularité d'un homme comme Édouard Philippe, ça se constate aussi sur les actions. Moi, je pense que cette popularité est largement usurpée, c'est-à-dire que ça a été un bon Premier ministre si on considère qu'il était, si on se considère du côté de l'REM. Je pense que les Français n'oublieront pas. Il a réussi son départ, en tout cas. Il a réussi son départ, mais on lui donne pas quitus de la gestion de la crise. Alors, Guillaume Bernard, tiens, je vous pose la même question. Vous votez beaucoup sur les réseaux sociaux et pour le moment, à la question Édouard Philippe va-t-il se déclarer candidat ou alors soutenir Emmanuel Macron, vous répondez soutenir Emmanuel Macron à 60%. Voilà, Guillaume Bernard. Quel est votre sentiment, Guillaume? Ah, vous êtes là, Guillaume? Mon sentiment, c'est que à la oui, je suis toujours là. C'est bon, on vous entend. Allez-y, Guillaume. Ouais, très bien. Parfait. Mon sentiment, si vous voulez, c'est que à la fois il y a un espace politique de la grande coalition macronienne et que cet espace politique, il faudra bien qu'il soit incarné à la présidentielle, et que d'un autre côté, il n'y a pas eu d'enracinement de LREM. On l'a bien vu aux élections locales, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas réussi véritablement à faire émerger de nouvelles personnalités propres à ce parti politique. Les personnalités qui existent à LREM, ce sont d'anciens PS ou d'anciens LR. Et donc évidemment, Édouard Philippe peut être, et ça vient d'être dit et je suis parfaitement d'accord, soit un soutien pour Emmanuel Macron puisqu'il est l'incarnation même, je dirais, du premier ministre d'Emmanuel Macron qui est venu de LR, soit un remplaçant potentiel. Parce que n'oubliez pas que Emmanuel Macron avait lui-même déclaré qu'il serait conduit à prendre des décisions qui pourraient l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. C'était peut-être, et très vraisemblablement, je dirais, une précaution, une prudence exprimée. Mais enfin, on ne sait jamais. Peut-être qu'Emmanuel Macron sera dans l'impossibilité de se représenter parce qu'il ne peut se représenter que s'il a véritablement des chances de l'emporter. Et donc, par conséquent, Édouard Philippe fait partie de ceux qui peuvent être un remplaçant pour Emmanuel Macron pour incarner cet espace politique de la grande coalition de la droite et de la gauche modérée pour éviter que ce soit des forces politiques plus extrêmes qui soient susceptibles de l'emporter. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, empêcher Emmanuel Macron de se représenter, mis à part les sondages qui ne seraient pas favorables? Il y a les mouvements sociaux.
mouvements sociaux, manifestations diverses, dont on voit qu'elles vont peut-être non pas s'intensifier, mais se multiplier. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que la CGT a fait un appel à un grand mouvement pour la rentrée sociale, que le mouvement des antipasses, certes, est en train de décroître, mais continue. Ouais, ils sont réguliers, c'est régulier. En tout cas, C'est très régulier. Ouais. Donc tout ça, le climat social, le climat dans la rue, à mon avis, c'est le premier facteur de danger pour la candidature d'Emmanuel Macron, parce que il est dépendant de la moindre bavure policière, de la moindre provocation de manifestants, et on voit bien que ce climat qui pourrait devenir pré-insurrectionnel comme il l'était dans les Gilets jaunes, est un climat très très dangereux pour l'institution en place du président de la République. C'est-à-dire que si le président de la République est vu comme quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui est en train de partir à volo parce que les manifestations s'enchaînent, là il y aura une question et un questionnement sur faut-il qu'il se représente et est-il véritablement la bonne personne pour se représenter. Donc je pense que c'est le premier facteur de risque, même si le gouvernement minimise actuellement, et ils ont raison d'ailleurs de le faire, puisque les chiffres leur donnent raison, l'impact des manifestations. Mais on ne sait pas sur quel registre sera la rentrée sociale. Il y a d'ailleurs une forte demande, notamment salariale, qui s'exprime de plus en plus à tous les niveaux en termes de pouvoir d'achat, et on voit que la thématique du pouvoir d'achat monte dans ce que les Français placent en tête de recommandations. Cette question du pouvoir d'achat et du niveau de vie salarial pourrait s'inviter dans la rue si le gouvernement ne la prend pas à bras le corps. J'ajoute que si le gouvernement va, d'ici la fin du quinquennat, sur une nouvelle réforme des retraites, on risque de voir effectivement cette rue s'enflammer de nouveau. Donc la gestion de la rue, la gestion des manifestations, pour moi, c'est véritablement le principal danger. Qui pourrait empêcher Et puis, chefs de l'État de se présenter. Il y a un deuxième point, c'est le fait que la pandémie reparte et devienne de nouveau complètement incontrôlée, pour peu qu'elle ait déjà été contrôlable et contrôlée, avec une nouvelle pandémie et donc une nouvelle crise sanitaire très importante. Je suis pas sûr qu'il sera facile pour Emmanuel Macron d'être à la fois l'homme de la pandémie et l'homme de l'après-pandémie. Ouais. Alors, entendre Nicolas Corato, effectivement, il va avoir du mal à se représenter, Emmanuel Macron, Guillaume Bernard. Parce que tout ce que dit Nicolas Corato, ça va arriver, hein. Je parle pas de l'épidémie, mais je parle en tout cas de la grogne sociale, ça c'est sûr, Guillaume Bernard. Alors, on la sent, elle est là. Personne ne le souhaite. Moi, ce que je constate, c'est que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a eu une nouveauté. C'est la naissance de mouvements hors parti et hors syndicat. Même si les Gilets jaunes se sont épuisés et ont finalement disparu, même si le mouvement anti-pass sanitaire n'est peut-être pas majoritaire, il n'empêche que dans les deux cas, on a eu des mouvements qui sont nés en dehors des structures qui ont l'habitude de canaliser la colère, qui ont l'habitude d'orchestrer dans le fond la contestation. C'est tout de même des phénomènes qui sont extrêmement importants. Et même si les manifestations ne rassemblent pas, une majorité de Français, il n'empêche que des manifestations qui sont nées ex nihilo en plein été, c'est tout de même un phénomène assez rare. Il faut quand même remonter, me semble-t-il, à juillet 1830 pour trouver des manifestations contestant de manière très forte, je dirais, le régime politique pour avoir quelque chose d'équivalent. Donc, sincèrement, n'importe quelle étincelle peut effectivement conduire l'exécutif à devoir prendre des mesures encore plus radical que ce qu'il n'a pris jusqu'à présent, et qui pourrait effectivement conduire à l'impossibilité pour les partisans de la grande coalition modérée de souhaiter que ce soit Emmanuel Macron qui l'incarne. Ouais. Et vous le savez bien, je crois qu'il ne faut pas, faire semblant de ne pas être au courant. Il y a des noms qui fusent, qui courent, en particulier dans Paris, même si je suis un provincial, il m'arrive tout de même d'avoir quelques informations. Il y a évidemment Édouard Philippe qui fait partie des noms qui sont susurrés comme remplaçants potentiels. Ouais. On a parlé aussi de Christine Lagarde. Je ne sais pas la réalité de ces choses, mais en tout cas, il est certain que cet espace politique doit être incarné, car sinon, ce sont les extrêmes qui l'emportent, et que donc, dans ces conditions, peut-être qu'il sera
jugé qu'Emmanuel Macron n'est pas le meilleur des candidats pour incarner cet espace politique. Allez, on va s'arrêter un court instant. Guillaume Bernard, vous restez avec nous, Nicolas Corato également, Édouard Philippe qui était à Fontainebleau ce week-end, entouré d'une quarantaine de maires de droite. L'objectif pour Édouard Philippe, et on vous pose la question, voilà, est-ce que son objectif c'est de soutenir le chef de l'État ou bien de se porter candidat, soutenir le chef de l'État en grande majorité pour vous sur le compte Twitter de Sud Radio à 62%, vous votez et vous continuez de voter sur les réseaux sociaux. Et puis on vous donne la parole dans un instant, 0826 300 300. Michel Ange qui est à Toulouse nous rejoindra pour débattre avec nous, Guillaume Bernard et Nicolas Corato. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue, vous écoutez les voix de la politique sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. On est également avec le politologue Guillaume Bernard. Et on poursuit donc notre débat pour encore quelques minutes autour de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui était à Fontainebleau le week-end dernier. Il était entouré d'une quarantaine de maires de droite évidemment. Quel est l'objectif d'Édouard Philippe? Soutenir Emmanuel Macron, voilà, créer une force politique avec ses maires pour soutenir le chef de l'État, ou bien carrément se porter candidat. Pourquoi pas? Pour 2022, vous votez sur Twitter et YouTube. Alors, pour vous, à 63%, c'est clair, hein, c'est soutenir le chef de l'État. Pour l'instant, vous ne voyez pas une éventuelle candidature de l'ancien Premier ministre. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Tiens, on vous donne tout de suite la parole. Michel Ange est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Michel Ange, vous vous appelez de Toulouse, la ville rose. Tout à fait. Bon, tout à fait. Ça va, vous allez bien? Les vacances fut bonnes? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Bon, très bien. Alors, Emmanuel Macron, pardon, plutôt Édouard Philippe, oui. Que compte-t-il faire selon vous? Je pense qu'il va peut-être soutenir un peu Emmanuel Macron. Ouais. Mais pour se présenter, c'est pas pour maintenant. Ça, je le verrai plutôt pour 2027. Ah ouais? Comme Laurent Wauquiez? Peut-être, je sais pas, mais bon, ça fera une concurrence supplémentaire. Vous pensez qu'il est trop connoté, associé au chef de l'État malgré sa popularité? Édouard Philippe, il le sait, il veut laisser passer du temps selon vous? Moi, je pense que oui. Ouais. Il veut laisser passer des moments assez durs qu'il a vécu pendant qu'il était Premier ministre. Et Nicolas Corato, vous êtes d'accord avec Michel Ange? Édouard Philippe 2027.fr, c'est crédible ou pas? Oui, c'est crédible. Ouais. D'abord, il faudra gérer la succession d'Emmanuel Macron, si Emmanuel Macron est réélu. Et d'autre part, je le redis, le vrai enjeu, c'est comment surmonter l'échec de La République En Marche en tant que parti. Et je crois qu'il y a une idée qu'à un moment, un homme comme Édouard Philippe puisse prendre en main ce qui deviendrait le nouveau parti présidentiel, qui ne serait plus uniquement le parti d'un homme, portant les initiales de ce même homme, Emmanuel Macron, mais qui deviendrait, comme mon contradicteur, mais avec qui je suis souvent d'accord, le disait, mais qui deviendrait ce nouveau grand parti de ce que moi j'appelle le bloc bourgeois, qu'on peut appeler autrement, c'est-à-dire quelque chose qui va finalement du centre-gauche jusqu'à la droite républicaine, et qui a vocation, qui pourrait avoir vocation à rester majoritaire de très nombreuses années, puisqu'il est au centre finalement de l'opinion politique française. Donc la question elle est là, c'est est-ce que c'est Édouard Philippe qui pourra structurer cette offre politique, dépasser l'échec de La République En Marche, et donc d'une certaine manière devenir l'homme de la situation en 2027. Je suis d'accord avec votre auditeur pour se présenter. Michel Ange qui est avec nous, Michel Ange de Toulouse. Tiens, Guillaume Bernard, on parlait d'En Marche. Justement, il est inimaginable de penser qu'En Marche ne va pas être restructuré, ne va pas changer de nom pour la présidentielle 2022. Si on vote pour Macron, les Français voteront pour Emmanuel Macron, mais pas pour La République En Marche. Qu'est-ce que va faire le chef de l'État selon vous? Jusqu'à présent, c'est un parti politique qui n'a pas réussi, évidemment, son implantation. Les députés En Marche sont députés parce qu'il y a ce qu'on appelle sous la Ve République le phénomène majoritaire. Ils ont été élus parce qu'ils étaient les candidats du président de la République qui venait d'être élu. Donc, incontestablement, il faudra, pour le président de la République, s'il veut être candidat, et si jamais il est réélu, évidemment avoir une force politique qui lui permette d'exister ailleurs, évidemment, que... Donc changer de nom et avoir des cadres qui viendraient de la droite, j'imagine.
connus, les cadres connus. Pour élargir encore plus le bloc, donc le bloc bourgeois, effectivement, ou ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire. Hein, ça, je suis parfaitement d'accord avec cette interprétation. Pensons aussi à une autre stratégie qui pourrait être celle d'Édouard Philippe. C'est tout simplement essayer d'exister à côté du président de la République pendant la fin du quinquennat, et pourquoi pas pendant la campagne, tout simplement essayer de bloquer les velléités d'un Xavier Bertrand, puisque on sait bien qu'à droite, il va y avoir sans doute une pluralité de candidatures qui pourraient tout simplement se siphonner les unes les autres. On peut imaginer que Emmanuel Macron ou le candidat de la grande coalition souhaite tout simplement se retrouver face soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour, pensant qu'ils ont de plus grandes capacités ou qu'il aurait de plus grandes capacités à l'emporter, et donc ramener tous les concurrents à un étiage beaucoup plus bas en démultipliant les candidatures. Je ne suis pas certain qu'Édouard Philippe ait envie de jouer ce rôle-là, mais en tout cas, la pluralité des potentiels candidats jusqu'à la dernière ligne droite, eh bien, ça peut effectivement conduire à paralyser les candidatures concurrentes d'Emmanuel Macron. Tiens, ici il y va, Édouard Philippe, il a ses chances selon vous, Nicolas Corato? On a un tableau de bord de personnalités à l'IFOP. Toute l'année, on a testé les personnalités, et depuis quelques mois, Édouard Philippe arrive numéro 2 derrière Nicolas Hulot. Oui, mais encore une fois, ce ne sont pas des votes, ce sont des opinions favorables, ce sont des opinions de popularité, et on peut trouver qu'Édouard Philippe est une personnalité très intéressante, même en étant un électeur de gauche. Moi, c'est mon cas, mais je ne voterai jamais pour Édouard Philippe, parce que je ne suis pas pour sa politique. Donc ça ne fait pas un vote. Je pense que l'important, c'est les rapports de force qui existent dans le pays. Et aujourd'hui, le rapport de force, c'est quand même que nous sommes en période de pandémie, de fortes incertitudes, que le président de la République est en train pour l'instant, de réussir son pari un peu insensé au niveau du pass sanitaire vis-à-vis de l'épidémie. Tout ça peut changer en 15 jours. Et qu'aujourd'hui, le rapport de force est plutôt en faveur d'Emmanuel Macron et en défaveur d'une candidature libre d'Édouard Philippe. Édouard Philippe n'est pas du tout en situation de se présenter au jour d'aujourd'hui à la présidence de la République. Encore une fois, si demain Emmanuel Macron était empêché, il serait le principal recours. Et ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, sa visibilité, son action dans les médias, c'est d'être le numéro 1 des recours, c'est-à-dire de garder sa place de numéro 2, coûte que coûte, par rapport à d'autres figures de LREM ou de la droite. Michel Ange est avec nous au 0826 300 300. Elle participe à notre débat depuis quelques minutes. Tiens, je profite que vous soyez là, Michel Ange. Tout à l'heure, Nicolas Corato expliquait que les Français attendaient un candidat qui apaise plutôt qu'un candidat qui soit clivant. On parlait d'Éric Zemmour il y a quelques minutes. Est-ce que c'est votre avis, Michel Ange, ça? On entend beaucoup parler d'Éric Zemmour ou encore du général de Villiers. Voilà, on entend beaucoup parler de personnages assez clivants qui sont plébiscités par une partie des Français. Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que vous rejoignez Nicolas Corato? Vous rangerez plutôt derrière un candidat apaisant et apaisé? Moi, je me rangerais plutôt derrière un candidat apaisant et apaisé, mais il y a une condition, si je peux me permettre de dire, c'est qu'il faudrait qu'il remodifie un petit peu tous les accords de députés, des jeunes députés. Il faut bien donner une chance à tout le monde, mais que par manque d'expérience, ils ont fait pas mal de bourdes. Et ce qui fait que ça fait tache d'huile après. Vous parlez quoi, surtout des députés En Marche, qui venaient de la société civile. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Malheureusement, ils n'ont pas l'expérience. On a pu reprocher aux vieux briscards, comme on me dit des fois, d'avoir été trop accrochés à leur poste, etc. Mais les jeunes, il faut bien qu'ils débutent, mais par manque d'expérience ou par rapidité, il y a eu beaucoup de bourdes qui fait que ça pénalise. Il faut trouver un juste milieu. Ceci dit, Guillaume Bernard, on est passé d'hommes politiques qui s'accrochaient à leur job, qui étaient là depuis plusieurs années, à effectivement une majorité de députés issus de la société civile qui n'a jamais fait de terrain, Guillaume Bernard. Oui, et puis qui, encore une fois, je dirais, était d'autant plus soumis à l'autorité de l'exécutif qu'ils ne devaient leur élection qu'à l'étiquette qui leur avait été donnée. Donc on sait bien que le Parlement est une chambre d'enregistrement, mais une chambre d'enregistrement d'autant plus que chacun des élus n'avait pas été élu sur son nom, mais exclusivement sur son étiquette.
Moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron ou Édouard Philippe puissent apparaître comme étant des candidats apaisants ou apaisés. Tout de même, je veux dire, la gestion de la crise sanitaire avec des mesures tout de même extrêmement dures, l'autorisation qu'il fallait s'auto-signer pour sortir, le confinement, aujourd'hui le pass sanitaire, avec tout de même, je dirais, des couacs. Hein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement les vaccinés qui sont porteurs du virus et qui le refilent aux autres. Bon, le mouvement anti-pass, il n'est sans doute pas majoritaire, mais enfin, il est quand même très fort. Si jamais il y avait de nouveaux soucis, je dirais, quant à la gestion de cette crise, je suis pas certain que Emmanuel Macron ou Jean Castex apparaissent comme étant, je dirais, des forces politiques apaisées. Donc, il peut arriver n'importe quoi. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Il y a Xavier Bertrand, il y a la primaire à LR, il y a une potentialité d'Éric Zemmour, il y a Édouard Philippe qui essaye d'exister à côté d'Emmanuel Macron. Tout peut arriver. Et donc, à partir de ce moment-là, bien, les hommes politiques essayent de ne pas hypothéquer leurs chances pour pouvoir peut-être sortir du chapeau bien, au mois d'avril prochain. Tout peut arriver, y compris un 1er avril à l'envers. C'est-à-dire qu'à force de voir cette hyper concurrence dans le camp de la droite, rien ne dit qu'un candidat de la droite républicaine ou du bloc bourgeois sera au second tour si Marine Le Pen est elle-même au second tour. C'est-à-dire que là, il y a une vraie difficulté. Cette hyper concurrence à droite fragilise la chance du second tour face au Front National. En cela, finalement, la candidature d'Éric Zemmour est plutôt une bonne chose pour ces candidats. Mais ça fragmente de plus en plus le corps électoral à droite, et finalement, la gauche peut très bien tirer son épingle du jeu. Là aussi, rien n'est impossible. 8 mois avant l'élection présidentielle, ça va être passionnant. Hein. Guillaume Bernard et Nicolas Corato, pour des politologues comme vous, férus de la politique, ce sont des années qu'on attend pendant longtemps, l'année qui va arriver, Nicolas Corato. Oui, c'est passionnant, mais je suis d'accord, on est complètement dans le flou. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'y voit pas clair, comme disait Daniel Arès, on n'y voit rien. On n'y voit absolument rien, et ça devient non pas inquiétant, c'est très intéressant, c'est très stimulant intellectuellement, mais il faut reconnaître que plus personne n'a la boussole qui nous mène jusqu'en mai 2022. Tiens, dernière question, Michel Ange qui est avec nous depuis Toulouse. Vous allez voter en 2022. Il y a eu beaucoup d'abstentions, notamment aux dernières élections. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne veulent plus aller voter ou pas? Non, j'estime que voter, de toute façon, il faut voter. Ouais. Bon, je suis contre le principe parce que les bulletins blancs sont pas comptés. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais si, j'irai voter, bien entendu. D'accord, très bien. Vous voyez, rien n'est perdu, Nicolas Corato, Guillaume Bernard. Mais je pense que l'abstention, c'est le vrai sujet de 2022. Oui, et la participation, en fait, et la mobilisation de l'électorat, c'est le vrai sujet de 2022. Ouais. Voilà. Allez, j'aimerais vous remercier. Oui, allez-y, Michel Ange. Non, si vous me donnez une seconde. Allez-y, c'est Guillaume Bernard, pardon. Allez-y. C'est effectivement très important, la question de l'abstention. Je vous rappelle que nous avons eu en 2017 pour la première fois, hormis le cas de 1969, mais enfin c'était, je dirais, un cas un peu atypique puisqu'il y avait Pompidou contre Poher, mais 2017 a été la première élection véritable où la participation a baissé entre le premier et le second tour. Ouais. Et donc évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Ça veut dire que il y avait à la fois un rejet évidemment de Marine Le Pen, mais que finalement Emmanuel Macron a été élu plus par défaut que par adhésion, puisque l'abstention a progressé entre les deux tours. Oui, pour répondre à votre question, évidemment, une année d'élection présidentielle, c'est passionnant. Encore faut-il que, eh bien, ceux qui vont incarner les différents courants d'opinion, soient en contact avec la population. Voilà. Et c'est ça qui me fait grand peur. Merci à vous, Guillaume Bernard, co-auteur de L'Empereur et les Brigands, nouvelles éditions latines. J'aimerais remercier également Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, et puis son livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est aux éditions Heredium.